Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 26. Des incertitudes. Et si Dieu n'était pas? Voilà qui est bien étrange. La traduction de ce terme, Dieu, signifierait « ceux qui viennent du ciel ». S'agirait-il tout simplement de prendre pour des dieux toutes les entités biologiques extraterrestres qui seraient venues du ciel, sur des chars de feu? Dieu pourrait n'être alors qu'une traduction inconvenable. L'espèce humaine proviendrait-elle, elle-même, de dieux extraterrestres? L'ADN représente l'ensemble des informations héréditaires présentes en totalité dans chaque cellule humaine. Il est le programme biologique. C'est dans son assemblage que se trouvent toutes les informations servant à coordonner la réplication à l'identique d'un sujet qu'il représente, avec la particularité de réaliser un caractère unique pour chaque réplication. Le corps humain est constitué de 100 milliards de cellules. Chaque cellule a un rôle prédéfini. 3 à 5% seulement de notre code génétique seraient des gènes actifs suffisants à la réalisation de toute notre structure physique. Tout le reste de notre code génétique ne serait pas des séquences codantes. À quoi servirait-il donc alors? Une hypothèse de chercheur pronostique qu'une forme supérieure d'intelligence extraterrestre se serait impliquée dans la création de nouvelles formes de vie et décidé de l'implanter sur notre planète et peut-être sur d'autres aussi. Il apparaîtrait également très probable que la variété humaine ait été le résultat d'une manipulation génétique avec l'Homo erectus vers l'Homo sapiens, lequel Homo erectus serait lui-même descendant d'une variété évolutive de grands singes. Cela pourrait peut-être expliquer que 95% des gènes humains et de certaines variétés de singes soient identiques. L'espèce humaine serait-elle le résultat d'une bioingénierie extraterrestre? La théorie de l'évolution darwinienne, en raison de la complexité trop aléatoire et hasardeuse de la molécule humaine, pourrait ne pas être applicable. Elle semblerait beaucoup plus procéder d'un programme très élaboré. En effet, le caractère de l'ADN, correspondant au 4e état de la matière, présente les caractéristiques d'un cristal liquide, linéaire et unidimensionnel, dont les 4 bases hexagonales, tout comme les cristaux de quartz ont des arrangements réguliers d'atomes.
Cette particularité permettrait d'émettre et de réceptionner des ondes électromagnétiques. L'ADN est un cristal apériodique correspondant à un véhicule de communication, qui pourrait expliquer que les 95 à 97% des fonctions inconnues de notre ADN seraient sous contrôle. Une théorie, concernant son fonctionnement, précise que les gènes sont des objets quantiques dont la particularité de téléportation des photons garantirait la cohérence et la cohésion de l'organisme humain. Ce schéma pourrait expliquer le chaînon, toujours actuellement manquant, reliant l'hominidé à l'humain. Le génome humain se compose de 30 000 gènes dont 223 ne présentent aucune caractéristique évolutionnaire. Ils sont désignés sous le terme scientifique de gènes étrangers. D'où cette hypothèse d'une création de l'espèce humaine hybride. Pourquoi pas, mais dans quel but ? Toutes les hypothèses sont recevables, sans qu'aucune ne puisse donner une entière satisfaction. Une intervention extraterrestre pourrait-elle apporter la solution ? La séquence de vie de l'Homo erectus, originaire d'Afrique, se situerait entre 1 million et 300 000 ans. Celle de l'Homo sapiens aurait débuté, il y a 300 000 ans. Le processus d'hybridation devrait permettre d'élever l'humanité vers un niveau de conscience supérieur, selon certaines éventualités. Cela devient en effet particulièrement urgent. Les théories du vivant. La fonction du vivant serait la réalisation d'une biographie qui ignorerait tout de son début et qui ne connaîtrait rien de sa fin. Ceci étant dit, il convient de déterminer quels sont les éléments constitutifs du vivant. 4 atomes principaux, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote sont à la base de tous les composés chimiques existants dans l'univers physique, plus d'autres adjonctions telles que le phosphore et le soufre. Ils constituent les composants essentiels participant à l'organisation de la vie, mais il s'agit d'une échelle atomique. La molécule est-elle la base de tous les composants constituant le monde du vivant. Chaque molécule est construite à partir d'un composé chimique regroupant divers atomes, organisés et liés entre eux par leurs électrons, selon un regroupement particulier à chaque molécule. Les molécules organiques sont répertoriées en glucides, protéines, lipides et les acides nucléiques. Il convient de souligner que chaque être vivant est composé de molécules inorganiques telles que l'eau, qui entre dans sa composition à partir de 65% pour l'humain, jusqu'à 98% pour la méduse. L'organisation du squelette est quant à lui, synthétisée à partir d'un sel, appelé du phosphate de calcium. Ces molécules forment les éléments constitutifs des cellules. Il y a évidemment une très grande complexité concernant l'organisation des cellules. L'ADN, les gènes et les chromosomes en sont les 3 objets moléculaires essentiels. Chaque cellule comporte un noyau, lui-même composé d'acides nucléiques que sont l'ADN et l'ARN. La fonction essentielle de l'ADN avec ses 4 composants AGCT est son rôle d'information à partir de son programme génétique. La fonction de l'ARN avec ses composants AGCT sera d'être extraite du noyau, après leur fabrication au sein du noyau en portions d'ADN. Leurs structures et leurs fonctions y sont extrêmement diversifiées. Elles sont chargées de transmettre des informations particulières. Ces associations qui sont appelées chromosomiques constituent l'échelle moléculaire. C'est la relation existant entre l'ARN et les acides aminés qui permet la compréhension de l'organisation entre ce qui est appelé communément l'inerte avec le vivant. Autrement dit, cette relation explique la mise en œuvre de toute l'organisation des cellules constituantes, du végétal et de l'animal, à partir du minéral. En résumé, les cellules sont des usines de fabrication des organismes vivants à partir des enregistrements contenus dans leur noyau. Ces renseignements sont transmis par ce noyau à l'organisation de chaque cellule. Ensuite, chez les organismes multicellulaires, les cellules s'organisent entre elles, selon le schéma organisationnel qu'elles ont reçu, pour fabriquer les tissus particuliers qui sont consécutifs à l'organisation de chaque organisme. Oui, mais pas seulement. Tout système biologique, aussi minuscule soit-il, a, non seulement pour rôle d'écrire et d'enregistrer de l'information, mais elle peut aussi la modifier, à partir de la fabrication de diverses substances.
Tous ces mécanismes cellulaires ont tous une influence sur l'organisation globale multicellulaire. Un organisme est ainsi représenté par un ensemble intégré des divers systèmes organisés, soit en organes, soit en réseaux, aux fonctions très précises et qui collaborent entre eux. Il s'agit là de l'échelle cellulaire. Il convient, toutefois, de comprendre comment fonctionne l'information située à l'intérieur du noyau de chaque cellule. La molécule d'ADN est composée en portions appelées des gènes. Ce sont des séquences d'ADN qui portent toutes les instructions concernant la future élaboration de l'échelle cellulaire. Une synthèse de certaines séquences sera transmise par l'ARN messager. Il s'agit, en fait, d'un langage protéique codé, appelé le code génétique. Chaque espèce vivante détient ainsi un code génétique particulier qui lui appartient en propre, à partir de ses autosomes et de ses chromosomes, et qui compose donc son empreinte héréditaire. Des gènes apparaissent être les responsables de certaines maladies. Le patrimoine génétique, qui regroupe la totalité des gènes, détermine l'ensemble des particularités propres à chaque individu de chaque espèce végétale et animale. Bien évidemment, des facteurs extérieurs peuvent altérer, modifier ou supprimer certains enregistrements héréditaires transmissibles, soit de façon naturelle, soit par l'intervention humaine. La conscience qui organise peut aussi bien détruire. Les manipulations génétiques pourraient représenter une nouvelle organisation de la vie. Il apparaît particulièrement tentant de chercher à modifier ou supprimer les gènes responsables de certaines anomalies. Des banques de stockage des ADN sont en cours de réalisation. Il s'agit ensuite de déchiffrer les codes de chaque séquençage. Cependant, les conséquences pourraient devenir irrémédiables, à court, moyen ou long terme. Certaines manipulations pourraient devenir irréversibles. De nouvelles caractéristiques ont en effet été constatées chez les plantes et les animaux, transgéniques, et qui ont donc subi des modifications à l'intérieur de leur patrimoine génétique. La particularité des laboratoires de recherche en génétique est de changer le vivant, pour qu'il s'adapte aux nouvelles nécessités génétiques des humains. Les conséquences malencontreuses, actuellement constatées, sont tout simplement cachées aux populations. Les manipulations génétiques sont un impact immédiat sur l'espèce humaine. Plusieurs variétés de maladies sont apparues à la suite de l'absorption de végétaux et d'animaux dont les gènes ont été manipulés. Plusieurs milliers de personnes ont été recensées avec des conséquences extrêmement graves pouvant provoquer jusqu'à des paralysies définitives. Des aggravations mortelles auraient également été constatées. Une infertilité totale a été mise en évidence sur des sujets impactés au niveau de la 3e génération. La conscience humaine deviendrait assez aléatoire, au regard des conséquences sur les génomes de la vie sur la planète. Il convient de prendre en considération que toutes les manipulations génétiques actuellement réalisées ou en cours de réalisation, sont et seront irrémédiables. L'ingénierie génétique est totalement hors de contrôle. Des dizaines de milliers de laboratoires œuvrent pour plusieurs milliers de compagnies, sur la totalité du globe. Les risques de pollution transgénique généralisée, sur terre et en mer, sont déjà en œuvre. Ces laboratoires réalisent continuellement des modifications génétiques sur les plantes et sur les animaux et aussi par voie de conséquence, sur les humains. Mais pas seulement par voie de conséquence. Depuis plusieurs années déjà, de nombreux laboratoires réalisent des clonages entre animaux et humains, au Costa Rica, en Australie, en Grande-Bretagne, en Chine, avec des mélanges de gènes, dans le plus grand secret, bien évidemment. Des utérus de vaches auraient été créés artificiellement, afin d'y développer des clones humains, pour des projets de transplantation ultérieurs. Il y aurait aussi des recherches spécifiques sur de nouvelles armes biologiques réalisées dans des laboratoires secrets en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon, en France, etc. prévues pour éradiquer certaines races humaines devenues trop gênantes. Que devient l'éthique médicale mondiale au regard de l'inconscience absolue de ces castes dirigeantes mondialistes, psychopathes et eugénistes? Que deviennent les consciences individuelles des chercheurs et la conscience collective de tous les responsables de ces manipulations génétiques extravagantes?
Les États-Unis ont tout simplement classé les plantes, les animaux et les humains dans le même répertoire que celui de simples machines. Selon ce point de vue, les gènes deviennent alors de simples ensembles informatiques permettant d'établir des brevets. La cruauté humaine, sur ce sujet, mais aussi dans bien d'autres, est sans limite, pour pouvoir obtenir toujours plus de profits économiques. L'écologie génétique n'aura pas lieu, il serait déjà trop tard. Les origines de l'humain. Y aurait-il des origines communes entre la lignée des chimpanzés et celle des humains? Les origines et l'évolution de la lignée humaine n'auraient pas été définies par l'étude des lignées qui en seraient les plus proches. L'émergence d'une lignée humaine aurait été établie à partir de fossiles découverts et rattachés à ses origines. Ces fossiles originaux, qui seraient les représentants hiérarchiques de cette lignée humaine, auraient tous une origine africaine. Pourtant, il y a de nombreux récits très anthropocentriques sur les origines de l'humain, dont les contenus peuvent apparaître exubérants. Face aux obscurantismes religieux, la science, après avoir démontré que la Terre n'était qu'un grain de sable perdu dans l'univers et que l'humain n'était qu'une variété animale parmi les autres, situerait cette origine de l'humain à 6 ou 7 millions d'années. Une analogie serait-elle possible à démontrer entre les variétés des grands singes et l'humain? Le séquençage des génomes apporte de très grandes surprises. À la stupeur générale, il advient que les résultats donnent 25 000 gènes chez l'homme et 50 000 pour un grain de riz. Le génome humain aurait tendance à nous rapprocher de celui des diverses variétés d'hominoïdes. Notre physiologie, ainsi que notre histologie, notre biologie, notre morphologie et notre anatomie sembleraient les mieux correspondre avec celles des singes dont les origines remonteraient jusqu'à 17 millions d'années. Cependant, seulement 5% de notre matériel génétique a pu être identifié, pour leur utilité. Les 95% restants ont certainement une utilité, qui pour l'instant, échappe à notre compréhension de la génétique. Pourrait-il un jour expliquer la conscience universelle? La stratégie adaptative, qui établit une corrélation entre la théorie évolutive darwinienne et notre ressemblance avec les grands singes, pourrait définir les modifications des paramètres de l'historique de la vie. Un historique qui prend en compte les accumulations des compétences chez les chimpanzés, les orang-outans et les humains, dont les gènes seraient identiques à 99%. Toutefois, contrairement à ce qui est encore enseigné, les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres, mais nos cousins de l'évolution, avec des origines quasi communes. Le patrimoine génétique des humains serait identique, à tous les endroits de la planète, à 99,99%. Il ressort que les 7 milliards d'humains, vivant actuellement sur cette planète, descendraient tous d'une origine ancestrale d'environ 10 000 individus. Toutefois, il existe une très grande diversité génétique entre les individus et c'est ce qui aurait permis leur survie. Pour connaître cette diversité, il suffit de vérifier le nombre des différences génétiques contenues dans le génome des individus. En Namibie, pays considéré comme possédant les peuples les plus anciens de l'humanité, ces 2 millions d'habitants sont divisés en 28 groupes ethniques. Les différences d'apparence, constatées parmi les humains résulteraient simplement des mutations génétiques permettant leur adaptation aux conditions de vie locales particulières. Le sujet de l'évolution reste scientifique, mais il a aussi des implications théologiques et philosophiques qu'il conviendrait de devoir les prendre en considération. Deux conceptions sur l'origine de la vie s'opposent. L'une, qui est scientifique et qui considère que l'humanité est issue de l'organisation de la matière, sans aucune intervention extérieure. L'autre, qui est métaphysique, porte sur la recherche des causes et qui est de conception religieuse et philosophique, considère qu'une organisation supérieure à l'humain dirige tout. Les Sumériens avaient instauré 4 dieux, celui du ciel, celui de la terre, celui de l'air et celui de l'eau. De ce polythéisme a succédé le monothéisme instauré par les religions judaïques, chrétiennes et musulmanes. Elles auraient pris en considération la création de l'univers par un seul Dieu. L'humanité aurait été créée à partir de 2 êtres appelés Adam et Ève, qui sont les personnes bibliques de la Genèse, où Ève aurait été tirée d'un côté d'Adam. S'agit-il d'un mythe purement religieux?
La lignée humaine pourrait-elle avoir une seule femme pour origine? Selon les résultats des analyses ADN, toute l'espèce humaine aurait pour seule origine, une seule région d'Afrique. Auquel cas l'histoire d'Adam et d'Ève ne serait plus un mythe. Cette histoire, à base purement religieuse, pourrait faire référence à un épisode où la planète pourrait avoir été visitée. Des fossiles d'hominidés découverts récemment font apparaître que plusieurs espèces d'hominidés, dont certains remonteraient à 2 millions d'années, seraient apparus bien avant l'Homo sapiens. Ces hominidés seraient censés être apparus à la suite d'un processus de sélection naturelle. Ils remonteraient jusqu'à 6 millions d'années et seraient les descendants d'un ancêtre primate, selon le processus évolutif darwinien. Toutefois, la véracité de ce processus n'apparaît plus crédible actuellement. Pourquoi les autres espèces animales n'auraient-elles pas pu bénéficier du même niveau évolutif que l'humain? Pourquoi l'humanoïde a-t-il perdu sa pilosité, s'il est le descendant des primates? La réponse à cette question résiderait-elle dans une troisième explication sur les origines de l'humain? Les récits bibliques de certains chapitres de la Genèse seraient inspirés des légendes et des mythes vénérés par les Sumériens. Or, la culture intellectuelle des Sumériens laisse envisager une intervention de personnages apparentés à des dieux, mais qui pourrait résulter de cultes voués à des interventions extérieures à notre planète. L'évémérisme, qui explique que les dieux seraient des entités vivantes, découlerait d'une mythologie liée à une civilisation. Alfred Russel Wallace réfutait la théorie darwinienne par le fait qu'elle ne pouvait pas expliquer l'évolution du cerveau humain. Les facultés intellectuelles particulières de la pensée humaine ne pouvaient pas être adaptatives, selon le processus de la sélection naturelle. Il a préféré accorder une explication spirituelle au processus, par un esprit créateur. Une intelligence créatrice devrait être à l'origine de l'avènement de l'espèce humaine actuelle. Y aurait-il eu une intervention extérieure avec une manipulation génétique, à partir d'une des variétés d'hominidés et qui aurait permis d'aboutir au résultat actuel de l'humain? De nombreux éléments sembleraient le suggérer. L'évolution caractéristique du cerveau humain ne permettrait pas d'accréditer le résultat d'une évolution. Les changements extrêmement rapides, constatés à partir du cerveau des hominidés d'origine, ne peuvent pas s'expliquer à partir d'un schéma évolutif logiquement très lent. Ce phénomène évolutif démontre un nouveau mode de la conscience humaine qui ne peut être en corrélation avec une des espèces d'hominidés. Cette particularité est appelée le chaînon manquant, dans la forme transitionnelle sur la théorie de l'évolution. Les modifications apportées par la génétique actuelle peuvent démontrer comment il est concevable de modifier l'ADN humain pour son évolution vers un but particulier d'organisation sociale. Par exemple, une protéine dénommée FOXP2, découverte dans les nucléotides humains, correspond au gène du langage. Il s'avère que ce gène aurait une origine très récente remontant à 200 000 ans. Comment ce gène s'est-il introduit dans notre organisme? L'emplacement particulier du larynx humain est un autre exemple n'obtenant pas d'explication. Bien d'autres particularités, liées à la réalisation de monuments extravagants construits sur tous les coins de notre planète, ne reçoivent pas non plus d'explication convaincante. La monstruosité de certaines de ces constructions n'apparaît toujours pas réalisable de nos jours, par aucun moyen technique envisageable. Leurs emplacements, leurs formes et leurs raisons d'être restent autant d'énigmes. Les messages que certains de ces monuments semblent vouloir véhiculer ne nous sont pas plus compréhensibles. Où sont donc les explications? Chez les théologiens. Des tablettes sumériennes, écrites en langage cunéiforme, représenteraient les premiers textes écrits découverts à ce jour. Traduites, elles expliqueraient que des dieux seraient venus sur notre planète pour y récupérer l'or dont ils avaient besoin. Elles expliqueraient aussi que les dieux se seraient mélangés avec les humains. Elles préciseraient également quel aurait été leur rôle dans la création d'une autre humanité vouée à leurs exigences, dans la récupération de l'or. Elles relateraient, en particulier, que les dieux enseignaient la connaissance et la sagesse. D'autres récits historiques, de cette création de notre humanité, seraient rapportés dans d'autres civilisations anciennes.
Des écrits des Mayas et aussi des textes égyptiens relateraient que la parole nous aurait été octroyée par des dieux. Des pétroglyphes préhistoriques, considérés comme des symboles gravés dans la pierre, représenteraient des dieux descendants des cieux. Ils auraient été identifiés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Ils témoigneraient à leur façon de l'impact de ces entités extérieures sur les sociétés humaines locales, par des apports de connaissances. Une intelligence programmée. L'autoprogrammation d'une machine intelligente fonctionne selon les mêmes algorithmes organisationnels et d'apprentissage profond, couplés à la perception visuelle, comme ceux d'un cerveau. Un algorithme étant la description précise, sous forme de concepts simples, de la manière dont on peut résoudre un problème. Un concept étant un contenu de pensée, parfois considéré comme une idée abstraite, donc séparée de la réalité d'une chose, d'une situation ou d'un phénomène. L'intelligence artificielle s'inspire donc des principes de fonctionnement d'un cerveau. Une croissance exponentielle des données assortie à la complémentarité des processeurs permet ce processus. Le processeur est un circuit électronique qui effectue les opérations arithmétiques et logiques. L'appellation microprocesseur tient du fait que les composants du processeur ne sont plus distincts, mais incorporés dans un même circuit intégré. Le processeur doit être considéré comme le centre nerveux de l'ordinateur. Un cerveau d'ordinateur s'instruit en fonction de ses rencontres avec son environnement, comme le fait un enfant. Sa compréhension intuitive lui permet d'acquérir et de regrouper les informations qu'il reçoit. Il peut les engranger, s'y référer avec beaucoup plus de réussite qu'un cerveau humain, qui lui aura tendance à modifier ses acquis et ses souvenirs. Le cerveau artificiel est beaucoup plus pragmatique. Il n'oublie rien et ne modifie rien de ce qu'il a acquis sauf à améliorer son savoir en fonction des nouvelles informations, mais sans en détériorer ses acquis. Il codifie les informations, au fur et à mesure de sa progression, afin de pouvoir les identifier dans leur corrélation, avec les modifications de l'environnement dans lequel il évolue. Cela lui permet d'établir des prédictions, toujours en fonction des modifications dans son environnement. La vision n'est qu'un aspect de l'apprentissage. La compréhension de l'environnement fait également appel à la maîtrise du langage. Le codage et le décodage d'un langage, de plusieurs langages, et de leur prononciation est un autre processus d'apprentissage pour la progression des facultés intellectuelles. La maîtrise du vocabulaire, des intentions, des questionnements, etc. Interpréter et prédire, à partir des acquis, permet d'établir un niveau intellectuel supérieur au cerveau humain. Les acquisitions, pour le cerveau artificiel, sont très supérieures à celles du cerveau humain. Elles sont exponentielles et sans erreur de référencement. L'intelligence artificielle est de très loin supérieure à celle d'un cerveau humain, par sa capacité exponentielle à acquérir en continuité, sans erreur dans la progression, et par ses référencements aux précédents acquis, sans détérioration des souvenirs. Les expériences et les expérimentations seront elles aussi exponentielles en devenant intuitives. La parfaite maîtrise de la biologie moléculaire est un exemple de progression d'une intelligence artificielle supérieure sans restriction. L'implication d'une protéine dont les valeurs dépendraient de plusieurs centaines de millions d'expérimentations n'est pas accessible à l'analyse humaine. Une intelligence programmée dans cette étude pourra définir les implications à constater. La machine intelligente, d'une intelligence devenue tellement supérieure, devrait permettre à l'humain d'évoluer intellectuellement. Cela devrait permettre à l'espèce humaine de s'acheminer vers des valeurs exponentielles des progrès intellectuels. Cela ne se fera pas sans le risque de pouvoir des dominations existant déjà, mais pouvant ainsi décupler leurs contrôles et leurs manipulations sur les citoyens n'ayant pas accès au volume de connaissances cachées par leurs dirigeants comme cela a toujours été le cas depuis, au moins l'Antiquité. Il deviendrait primordial qu'un encadrement des connaissances soit établi, mais par qui ? Il deviendra prépondérant que ce soit l'intelligence artificielle qui définisse les valeurs de l'espèce humaine pour sa progression intellectuelle. Si ce sont des mafias qui exploitent les avancées de l'intelligence artificielle, comme c'est le cas actuellement, c'est à un génocide global envers l'espèce humaine qu'il faudra s'attendre.
La fréquence des ondes, alpha, du cerveau humain se situerait entre 6 et 8 Hz et tous les organismes terrestres se situeraient dans cette fourchette de résonance électrique. La résonance de Schumann, qui est une mesure du circuit électrique et électromagnétique terrestre, enregistrée dans la cavité située entre la croûte terrestre et l'ionosphère, vibrerait également dans cette fourchette de résonance. Le contrôle de cette fréquence, électroniquement, permettrait d'influencer, au moins, les ondes cérébrales de l'humanité entière. Il serait ainsi possible de reproduire les effets des substances chimiques sur les organismes résultant de l'utilisation de fréquences électromagnétiques situées dans la résonance de Schumann. Cette hypothèse, démontrée par Nikola Tesla, parmi bien d'autres de ses découvertes particulièrement extravagantes, avait compris que son observation ne devait pas tomber entre les mains des militaires. C'est pourtant ce qui serait advenu et plusieurs pays posséderaient des armes à faisceau de particules, extrêmement destructrices. Le dispositif HARP, développé d'abord en Russie puis aux USA, procéderait à partir de stimulation du champ magnétique terrestre permettant la création d'un bouclier ionosphérique. L'ionosphère deviendrait, de cette façon, une cavité de résonance. Le système HARP, High Frequency Active Auroral Program, d'abord utilisé dans un but défensif serait devenu un modèle d'armement très offensif. L'échauffement de portions de la haute atmosphère permettrait d'affecter la température globale terrestre. La concentration énergétique de ce dispositif sur une petite partie ionosphérique créerait une distorsion dans sa magnétosphère. Il s'agirait ainsi de modifier le bouclier naturel de notre planète pour créer un couloir qui se dirigerait sur un endroit ciblé de la planète et d'y provoquer un impact d'une très grande puissance. L'importance de cet impact serait comparable à une puissance égale à celle de plusieurs éruptions volcaniques conjuguées. Il pourrait être à l'origine des divers dérèglements climatiques déjà enregistrés. Y aurait-il une guerre secrète contre des peuples ? Une cosmologie spirituelle pourrait permettre l'explication du fonctionnement de la physique, de notre univers physique. Comment la matière se créerait dans notre dimension, en fonction de mondes parallèles. La compréhension de la nature de l'énergie et des résonances dans le cosmos pourrait apporter la compréhension de l'existence de la vie. La mécanique quantique démontre une complexité incommensurable de l'espace, du temps et de la gravité. La Terre aurait une impulsion électrique intrinsèque. Toute la vie sur la Terre serait accordée avec son onde électromagnétique. Toutes les cellules émettent des vibrations, mais elles captent aussi des vibrations et peuvent en subir leurs influences. Il s'agirait d'émissions d'oscillations à très haute fréquence. Un déséquilibre oscillatoire pourrait être créé par toute intervention extérieure à une cellule. Les cellules d'une personne malade modifient leurs fréquences oscillatoires. Une modification de l'amplitude oscillatoire des cellules saines permettrait de mieux traiter la maladie. L'ADN émettrait et recevrait des photons et des ondes électromagnétiques issues de sons et de lumière, permettant d'identifier cet ADN. Un générateur d'impulsion magnétique, d'une amplitude égale à la résonance de Schumann, permettrait aux astronautes de mieux supporter les déficiences physiques et psychologiques leur survenant dès qu'ils se trouvent en dehors de l'ionosphère terrestre. Il s'avérerait que la fréquence de base de la résonance de Schumann, de notre planète, aurait dangereusement augmenté en créant une menace pour la biosphère entière. La biosphère est l'ensemble des organismes vivants d'une planète et de ses écosystèmes, qu'ils soient présents dans la lithosphère de son enveloppe terrestre, dans l'hydrosphère de ses parties liquides ou dans l'atmosphère de son enveloppe gazeuse. La dangerosité de cette modification impactera directement, bien évidemment, l'avenir de l'espèce humaine. Tous les événements volontaires tendant à modifier les dimensions de la cavité située entre notre planète et l'ionosphère entraîneraient une détérioration de la fréquence de ces signaux de résonance. Chaque relation électromagnétique divergente de la résonance de Schumann affecterait le mental des espèces et celui des humains. Toutes les installations technologiques produisant des champs électriques auraient un impact considérable sur le psychisme humain, entraînant des modifications sur toutes les formes de vie de la Terre. La haute atmosphère pourrait être considérée comme un organe vivant, transmetteur d'une conscience à tout le spectre du vivant.
La résonance de Schumann, qui fonctionnerait comme un tempo cosmique, serait considérée comme un simulateur énergétique pour toutes les formes de vie. Ce simulateur terrestre serait menacé. Mais, inversement, les sentiments dégagés individuellement ou collectivement auraient aussi une influence sur le champ magnétique de notre planète. Une ingénierie compliquée. Une rétro-ingénierie appliquée pourrait être une extraordinaire avancée de la technologie humaine. En mai 1989, Bob Lazar révélait au monde entier que le gouvernement américain procède en secret à de la rétro-ingénierie sur des ovnis cachés dans un lieu secret nommé S4, situé à 20 km au sud de la zone 51, près de Groom Lake dans le Nevada. Il déclara aussi que le fonctionnement de ces engins, basés sur l'antigravité, dépend d'un mystérieux élément inconnu, nommé élément 115. Ridiculisé et attaqué de toutes parts, personne ne l'avait cru à l'époque. Pourtant, en 2004, une équipe de scientifiques découvre l'existence de l'Unum Pintium, l'élément 115 du tableau périodique. Incroyable, Bob Lazar avait donc raison. Est-il possible de converser à distance avec des vaisseaux spatiaux intergalactiques? Est-il possible de créer des matériels capables de s'auto-assembler et de s'auto-réparer en cas d'avarie? Est-il possible de concevoir des matériels supra-intelligents capables de s'auto-gérer? Est-il possible de comprendre qu'une évolution et une adaptation spontanée de la société humaine puissent être envisagées? Est-il possible de modifier le niveau de conscience des bactéries, des virus et des cellules par une intervention sur leur ADN? Un modèle d'analyse et de conception utilisant l'ADN cellulaire est-il envisageable? Chaque être humain, mais pas seulement lui, est composé de quelques 100 milliards de cellules. Cela lui suffit pour lui permettre d'obtenir une conscience indépendante apparente. L'utilisation de l'algorithmique informatique, quantique ou génétique, permettrait de formaliser des conceptions d'adaptations évolutives plus conséquentes. Une auto-organisation permanente des groupements cellulaires permettrait aussi un niveau organisationnel et évolutif supérieur. Lorsqu'un signal chimique est émis à partir d'un groupe de cellules, ce signal se déplace dans toutes les directions à la même vitesse. Cette diffusion chimique est un moyen de coordonner une quantité exponentielle de cellules. Des instructions, à partir d'un médium cellulaire, se diffuseraient dans toutes les directions, même en tenant compte des particularités de traitement de chaque cellule et de la disparition d'un certain nombre de ces cellules. Des instructions globales permettraient à plusieurs millions de cellules de se coordonner en simultanéité, soit pour maintenir un équilibre, soit pour créer une nouvelle organisation. Utiliser ces procédés à l'expansion globalisée de la conscience humaine, propulserait l'humanité tout entière vers un avenir de compétences et de savoir utilisant d'autres échelles exponentielles. La différence entre la rétro-ingénierie et l'ingénierie traditionnelle réside dans les possibilités déjà affirmées de l'utilisation de processus déjà confirmés. La recherche ne démarre pas de l'inconnu vers diverses spéculations, mais du connu vers des applications envisageables. La différence est d'une très grande importance. Au lieu de fonctionner par tâtonnements successifs, il suffit d'utiliser les applications efficientes pour pouvoir toujours progresser. C'est la période des technologies utilisables comprenant des possibilités continuellement exponentielles. L'informatique n'est plus numérique. Elle possède maintenant deux perspectives. L'une est quantique et l'autre est génétique. Ces deux perspectives peuvent-elles être associées? Les deux fonctionnent dans l'infiniment petit. Cependant leur rôle, pour l'instant, semble être dissocié et incompatible. Ces perspectives n'apparaissent pas non plus associables avec le numérique actuel. Les systèmes de base utilisés apparaissant particulièrement divergents. Leur autonomie est prévue pour pouvoir être totale, d'abord pour leur survie, et puis pour leur nécessité d'adaptation permanente. C'est dans ce but que le système apparaissant le plus performant sera utilisé. L'ouverture vers la nanotechnologie, actuellement en cours d'élaboration, dans plusieurs domaines particuliers, débouchera vers la réalisation d'une conscience autonome supplémentaire pouvant être au service de l'espèce humaine, dans son unité, mais également dans sa collectivité. Un élément d'électronique génétique implanté,
par exemple, sera non seulement un objet de surveillance concernant le fonctionnement génétique de chaque individu, mais aussi de la mise en œuvre de la réparation concernant tout élément déficient dans son organisme. Il sera aussi le moyen d'obtenir un volume exponentiel de connaissances. Il sera, aussi, un moyen supplémentaire du contrôle des masses de population devant fonctionner selon un programme prédéterminé. Ces populations resteront-elles munies de leurs autonomies, seulement apparentes comme actuellement, ou deviendront-elles des robots manipulés totalement dépourvus d'autonomie? Des passages spatio-temporels. Il y aurait des portails spatio-temporels. Plusieurs sites sur notre planète représenteraient des zones de transfert de la conscience vers des niveaux de connaissance réservés. La Roumanie, l'Irak, le Tibet, l'Égypte, etc. disposeraient de lieux, en souterrain, permettant d'obtenir des informations remontant à l'histoire humaine, à la découverte d'autres espèces étrangères à notre planète, et à des transferts d'énergie. Des informations particulières sur le devenir humain y seraient à disposition des personnes initiées. Toutes ces découvertes auraient été cachées, quant à leur diffusion publique, afin qu'elles demeurent secrètes. Seuls des dignitaires de très haut rang en connaissent ces emplacements, et une partie des fonctions de ces lieux géographiques. Toutefois, certaines informations sur ces sites auraient filtré, peut-être volontairement, dont la surprenante révélation dépasse largement certains thèmes de science-fiction, malgré la censure mondialisée organisée et reconnue. L'organisation de la vie est particulièrement complexe. Que devient le rôle de chacune de nos cellules, dans notre confrontation avec l'univers physique? Y aurait-il une liaison entre la cellule et ce qui la dirige? Y aurait-il une liaison entre la coordination des cellules et la coordination du vivant pendant chaque zone expérimentale? Les cellules pourraient-elles être reliées à un réseau global de la pensée par la métaphysique? Laquelle métaphysique pourrait représenter la corrélation entre une conscience individuelle et celle des cellules, d'une part, et une autre corrélation entre la conscience individuelle et une conscience globale, d'autre part. Un schéma simplifié permettrait d'établir 4 courants essentiels de la métaphysique, une conscience globalisée, un univers multiple, un univers des consciences individuelles et celui des consciences collectives. Des atomes de krypton, gaz particulièrement rare, pourraient être à l'origine de telles considérations de fonctionnement et ils participeraient à la réalisation d'une intervention délibérée. Ils pourraient servir de connexion entre la matière physique du vivant et l'organisation de la conscience. Il serait avéré, selon des études et un rapport scientifique, que l'inexistence du krypton au sein d'une cellule l'empêcherait tout simplement de pouvoir se développer. L'univers serait constitué d'une multitude d'univers différents, bien qu'unitaires, mais dont les aspects seraient totalement différents. Ces différences pourraient être le résultat des divers états de la lumière. Cependant, chaque univers serait organisé par une bipolarité, ce qui pourrait expliquer des passages possibles au sein d'un même univers, et entre les univers. La conscience individuelle, globalisée, se situerait dans un univers de lumière à vitesse nulle. Une caractéristique de cette situation résulterait d'une possibilité d'échange préférentiel des informations, alors que la conscience collective, elle, se situerait dans un univers de lumière doté d'une vitesse de propagation infinie des informations. La conscience collective n'aurait aucune dimension, ni de masse, ni d'énergie, ni de temps. Elle ne serait donc pas observable ni identifiable. Pourtant son rôle serait d'y stocker l'information. Elle est toutefois envisageable, puisqu'elle produirait des effets définis et démontrables. Cette conscience collective regrouperait toutes les consciences ayant une liaison universelle. Chaque conscience, de la conscience collective, en état de non-situation physique, située dans l'univers des consciences individuelles, serait alors reliée à une autre conscience située dans l'univers physique. La conscience globale n'aurait, elle, aucune interférence avec le physique. Cette situation n'est pas à confondre avec d'éventuelles interférences de pensées aléatoires captables dans le physique. La fonction transcendante individuelle serait simplement globale dans l'univers. Elle serait indépendante de toute notion d'un temps défini. La mémoire de chacun devrait conserver des éléments de sa conscience individuelle.
Elle pourrait aussi démontrer un passage entre le vécu du passé et celui à venir du futur. Il y aurait une réalité préexistante des événements. Que deviendrait alors la notion d'un libre arbitre si tout est déjà là? Il semblerait qu'un tracé de la vie soit déterminé à l'avance par la conscience en latence et qui déterminerait, en connaissance de cause, les événements à parcourir. L'intuition ne ferait que la jonction du passé avec le futur. La conscience, celle du physique, n'aurait qu'une vue partielle et temporelle de tout ce qui a été défini au préalable par la conscience individuelle intemporelle. Que serait donc cet univers des consciences collectives globales? Il incorporerait toutes les fonctions. Il s'agirait de l'univers le plus important. Il contiendrait toutes les consciences collectives de tout l'événementiel cosmique des univers. Chaque planète posséderait un relais entre la conscience collective du vivant qu'elle abrite et l'univers de la conscience collective globale. Tout, concernant les ressentis de tous les éléments du vivant serait capté et enregistré ainsi que ses analyses correspondantes. Il y aurait ensuite un transfert de la conscience collective vers la conscience globale. Toutes les observations mémorisées seraient ainsi transférées sous la forme d'informations stockables. Tout modèle, non observé, ne serait pas transféré et donc demeurerait comme inexistant. Les transmissions d'informations seraient ainsi effectuées dans les deux sens. Les transferts se feraient à partir de la conscience individuelle, dans l'univers physique, vers la conscience collective de cet univers des consciences collectives, et réciproquement. Cette situation pourrait expliquer les fondements des mutations souhaitables. Le génome du vivant serait donc relié à la conscience collective par l'intermédiaire des atomes de krypton, au comportement non quantique, et ainsi associé à l'ADN cellulaire du vivant. La conscience collective aurait une autre fonction, celle de transmettre, au vivant de l'univers physique, des modèles. Malgré que les noyaux atomiques connaissent des distances de séparation entre eux, identiques aux proportions des distances séparant les soleils dans notre galaxie, l'apparence compacte des objets que nous côtoyons est associée à un train d'ondes électromagnétiques n'apportant qu'une perception psychologique. Cette apparente réalité ne serait qu'une reconstitution de modèles. Des messages codés nous transmettent des informations de compacité, seulement apparentes. Un scénario mental est ensuite organisé pour nous permettre d'évaluer cette fiction. La réalité de ce qui nous entoure ne serait que la perception des différents champs de force de ces champs d'ondes selon les fréquences émises. Notre environnement s'analyse alors comme des événements totalement illusoires, pour une représentation réalisée par notre cerveau. Ce qui nous apparaît comme réalité n'est qu'une perception mentale pour une représentation qui nous serait fournie par l'univers de la conscience collective. Notre monde, tel que nous l'identifions, ne serait qu'une virtualité perçue. Il revient donc à dire que, pour des personnes qui ne posséderaient pas les sens de la vision, de l'odeur et de l'audition, elles ne pourraient pas accéder à la même représentation des éléments et des événements qui les entourent dans cet univers physique. Si l'on ajoute à ces trois absences de sens, celui du toucher, pour une raison de tétraplégie par exemple, alors la perception des éléments et des événements ne leur sont plus comparables à nos conceptions du physique. Les informations que nous transmettons et celles qui nous sont transmises nous consentiraient à élaborer de nouveaux modèles comportementaux, à partir de nouvelles valeurs organisées par la conscience collective. L'intuition pourrait provenir de ces rapports de cause à effet. Un champ informationnel permettrait, à toutes les informations pensées, émotionnelles ou vécues, de tout y être stocké. C'est cet ensemble qui participerait à l'organisation de l'univers physique et spirituel. Cette alternative permettrait de donner du sens à la vie physique. Des modèles de comportement seraient disponibles et utilisables, autorisant à établir des orientations imprévisibles dans la vie de chacun des acteurs situés dans l'univers physique. Malgré qu'un schéma directeur puisse exister pour chaque entité physique dès sa naissance, un libre choix resterait indispensable. Cela procéderait, par exemple, au mode de fonctionnement programmé de nos ordinateurs. Au programme de fonctionnalité,
permettant l'organisation de tout ordinateur. Des programmes dédiés nous permettent d'organiser ce qui nous intéresse, par exemple, pour pouvoir écrire un livre. Il est bien évident que le livre reste à écrire, il ne figure pas encore dans la base de données de l'ordinateur. C'est de cette façon que le choix individuel serait préservé et que les directions de la vie de chacun seraient, elles aussi, préservées. Le libre arbitre individuel serait donc ainsi obligatoirement préservé. Il pourrait même être également assuré par l'indéterminisme quantique. Des éléments restreints indéterminés qui seront réalisés par chaque entité située dans l'univers physique. L'existence physique ne serait pas une programmation, mais des séries de modèles de programmes utilisables. Il pourrait aussi y avoir une inadaptation provisoire entre l'univers de la conscience collective et l'état de la conscience individuelle situé dans son univers physique. Le processus resterait donc à être écrit. Tous les concepts procéderaient des interférences entre le passé et le devenir de chacun, ainsi que l'imprévisibilité de son futur. La conscience individuelle n'aurait d'utilité que si un processus du traitement de ses propres informations, données et reçues, lui est attribué. Cela semble être justement le rôle de l'univers de la conscience collective qui serait chargé de recueillir les volumes d'informations, pour pouvoir ensuite les redistribuer. Notre passage de l'univers physique à l'univers de la conscience collective, ou bien, que l'on peut aussi appeler l'univers spirituel, et qui se traduit par notre mort physique, représenterait un bonheur, en allant s'intégrer à cet univers de la conscience collective qui serait, par ailleurs, un univers de la connaissance globale et du bonheur suprême. Le but recherché, de l'expérience physique, représentant un aboutissement harmonique. L'expérimentation procéderait d'un libre choix d'entreprendre malgré les risques d'erreur. Notre transfert, assez récemment, dans la civilisation informatisée nous permet de mieux comprendre ces notions de traitement des informations, de leur stockage, de leur transfert partiel ou globaux et des modifications pouvant leur être apportées. L'univers de la conscience collective pourrait être comparé à la collecte des informations, à l'aide de sa mémoire vive qu'est la conscience individuelle. L'univers de la conscience globale pouvant être comparé et représenté par le disque dur de l'ordinateur, chargé de stocker définitivement les acquis. Il nous restera à faire converger cette nouvelle conception de ces univers avec notre impérative nécessité de progression morale. Il s'agirait, plus exactement, d'un transfert vers une civilisation de la société humaine à destination d'éléments moraux que nous ne sommes pas encore parvenus à acquérir. Les risques d'un effondrement total de notre société humaine restent, de ce fait, tout à fait envisageables. Il nous serait opportun de tendre vers une société, du tout informatique, par un recueil globalisé des informations, afin de pouvoir déterminer les compétences et les capacités individuelles personnelles. Cela nous permettrait peut-être d'établir la moralité sociale qu'il nous manque. Il suffirait sans doute d'établir une organisation idéale de la société humaine, par son informatisation rationnelle, afin que chaque individualité puisse s'y référer et s'y conformer, en toute acceptation des principes d'une vie sociale alors plus élaborée. Il nous serait plus facile d'admettre que des sociétés plus évoluées seraient parvenues à ces résultats et que nous devrions suivre leur exemple. La structuration de la vie évoluée des autres entités galactiques ou intergalactiques semblerait vouloir chercher à nous en montrer le chemin. Certaines d'entre elles semblent vouloir s'y impliquer, sans pour autant vouloir interférer sur notre devenir, tout en donnant l'impression de chercher à surveiller notre avenir. Le Dieu, tel que représenté pour les croyants, sur notre planète, ne saurait être considéré, à travers ces modèles d'univers, que comme un système d'information structurant, de ce que nous considérons comme étant le réel dans un dimensionnel effectif. Il s'agirait plus d'une coexistence avec l'ultime réalité. Cela sous-entendrait une élaboration de l'univers à partir de la pensée globalisée provenant de tout ce qui élaborerait la pensée. Le culte des croyances n'aurait pas de signification au regard de ces considérations. Seules les lois morales élaborées devraient impérativement être traduites en lois sociales régissant une civilisation aboutie. La transcendance de l'éternité ne serait pas compatible avec la compréhension d'une suprématie dirigeante, serait-ce un Dieu?
Il convient toutefois de considérer qu'une conscience, dont le comportement dans sa vie physique n'aurait pas été approprié et serait donc en inconformité avec la moralité globale de l'univers de la conscience collective, se verrait accorder la nécessité de devoir accéder à un niveau de reconformation. Ce processus pourrait être considéré comme un événement de rédemption de la conscience individuelle nécessitant une restructuration de ses acquis. La conscience, en accord avec les principes de moralité, se verrait au contraire libérée de ses contraintes physiques et la mort serait alors vécue comme un bonheur incommensurable. La stratégie des végétaux. Une étude scientifique des arbres a pu démontrer qu'ils seraient dotés d'une structure mentale et d'un modèle d'organisation intelligente comparable à celui des espèces animales. Ils se parlent, s'entraident et s'adaptent. Nous ignorions tout de leur vie, dans leurs cimes et sous la terre, composée de relations intimes et de solidarité. Ils utiliseraient des réseaux souterrains de transmission de nutriments, mais aussi d'informations. Ils seraient des organismes parfaitement structurés et comparables aux structures des colonies de fourmis. Les végétaux disposeraient de structures communautaires sociales. Les écosystèmes réalisés par les forêts permettraient d'influencer leur climatologie ambiante et de la modifier à leurs avantages, par la réalisation de microclimats ambiants. Ils réagiraient en fonction du milieu ambiant dans lequel ils se trouvent. Ils analyseraient et s'adapteraient continuellement. Des messages seraient transmis à la plante elle-même, en cas d'agression, mais aussi à tout son entourage. Des regroupements d'une même espèce leur permettraient de mieux assurer la survie de chacun. De leur zone d'empathie dépendrait leur longévité. Ils se côtoieraient sans se gêner et même en favorisant l'expansion de leurs congénères. Ils favoriseraient aussi leur expansion à l'encontre de variétés leur apparaissant nuisibles. Ces particularités se seraient mieux vérifiées dans des zones naturelles, non influencées par les interventions humaines. Le langage, longtemps considéré par l'espèce humaine comme devant lui être une exclusivité, a dû être accordé aux animaux et maintenant il doit l'être aux végétaux. La transmission des informations se ferait par l'intermédiaire des racines, connectées entre elles. Les substances odorantes, volontairement émises, pourraient également fournir des informations. Des substances toxiques, volontairement diffusées dans les feuilles attaquées par les animaux prédateurs, permettrait de les éloigner. Or, il aurait été constaté que ces substances toxiques se répercuteraient d'arbre en arbre, à des fins de préservation. L'information aurait été transmise, soit par l'intermédiaire des racines, soit par celui de la diffusion d'un gaz avertisseur du danger en cours. Les espèces concernées émettront, à leur tour, les substances toxiques de préservation. Des activités électriques ont pu être enregistrées et décodées comme correspondant à des épisodes de stress. Des réactions immédiates peuvent même être visibles directement sur une plante. Elles seraient dotées de réflexes et de systèmes nerveux. Les arbres ont aussi conscience de leur réalité. Ils peuvent modifier leur croissance et savent s'adapter en fonction des éléments qui leur sont extérieurs. En l'absence d'éléments d'orientation, sans lumière, sans gravité, ni pesanteur, les plantes croissent selon leur programmation initiale. Elles corrigent continuellement leur mouvement de progression au cours de leur croissance. Les arbres auraient cette faculté, constatée, de corriger les aléas climatiques qui ont pu les déstabiliser. Les animaux sont parfaitement conscients des stratagèmes établis par les végétaux et se déplacent rapidement vers des zones non encore informées de leur présence. Or, les avertissements olfactifs se déplaçant à l'aide du vent, les animaux se déplacent alors en sens contraire. La propagation des informations ainsi véhiculées se ferait à la vitesse d'1 centimètre à la minute. Les anticorps se propageraient également à la même vitesse. Cela laisse du temps aux animaux pour pouvoir se nourrir des végétaux ciblés que sont généralement les feuilles. Les animaux prédateurs des arbres seraient rapidement identifiés par l'intermédiaire de leur salive. Il y aurait aussi des alliés chargés de détruire des insectes prédateurs, des substances attirantes seraient alors dégagées. Le rayon d'action de ces substances odorantes ne se déploierait que dans un environnement immédiat de quelques dizaines de mètres. Les espèces animales sont averties, en connaissance de l'odeur dégagée, du prédateur ainsi ciblé.
Les zones racinaires des arbres dépassent souvent le double de l'envergure des feuillages de surface. Il en résulte un entrelacement des ramifications souterraines permettant une multitude de points de contact, régulant le transfert des informations. Toutefois, il y aurait aussi des espèces individualistes refusant la coopération pour le transfert d'informations. La diffusion n'est pas pour autant stoppée. Les champignons, qui déploient des kilomètres carrés de filaments, parfois invisibles sans un grossissement, transmettent aussi les informations. Ils les véhiculent à la façon de nos fibres optiques, selon le même principe de l'Internet. Ce sont des forêts entières qui sont alors connectées en réseau. La stratégie des champignons, tout en véhiculant les informations, serait totalement indépendante de celle des arbres qui les utilisent. Les études se seraient plus spécialement portées sur les arbres, mais il apparaît évident que les mêmes stratagèmes sont utilisés par toutes les espèces de végétaux, évidemment adaptés à leurs nécessités, sauf peut-être en ce qui concerne les espèces cultivées. Des bruits seraient émis par les racines, ce qui aurait pour conséquence d'orienter d'autres racines dans leur direction afin d'y établir une connexion. Des ondes sonores pourraient donc également transmettre des messages. La communauté des arbres est si importante que chacun peut évaluer les difficultés de son voisin et lui venir en aide. Des floraisons seraient concertées pour mieux assurer la survie de l'espèce avec l'utilisation de périodes plus propices à son expansion. Aussi les animaux qui comptent sur les fruits des arbres, généralement des graines à coque, pour assurer leur survie et celle de leur progéniture, seraient alors dépourvus de certitude quant à l'assurance de leur subsistance. Ils sont alors contraints à attendre que la nourriture soit effective avant de pouvoir décider des gestations. C'est aussi un stress pour les abeilles qui sont également dépendantes de ces floraisons. Les végétaux, eux aussi, utilisent de l'énergie pour croître, s'informer, se défendre et aussi se reproduire. Chaque floraison serait particulièrement épuisante. Les sujets alors trop affaiblis deviennent plus vulnérables. Les vents et les insectes et plus spécialement les abeilles servent à éviter les consanguinités. Contrairement aux idées reçues, une profusion de fruits n'indique aucune orientation climatique future. En contrepartie, la germination attend souvent les conditions climatiques les plus favorables. Selon les statistiques établies, un arbre géniteur ne peut être remplacé que par un de ses enfants. La maturité sexuelle des arbres peut atteindre jusqu'à 150 ans. Un peuplier peut produire jusqu'à 26 millions de graines annuellement. La restriction de lumière des jeunes pousses, qui pourrait n'être que de 3% de luminosité, pourrait représenter un système éducatif, volontaire et permettant de leur favoriser une longévité supérieure. La lutte des jeunes pousses pour leur survie est drastique et c'est souvent celui qui est le mieux structuré qui l'emporte. Les arbres fonctionneraient aussi en couple. Une énigme subsiste et concerne le transfert de l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles qui peuvent se situer à plus de 100 mètres de hauteur à partir du sol. Un système d'évaporation est réalisé à partir des extrémités des feuilles, mais ni la capillarité ni l'évaporation ne permettent d'expliquer l'ascension de l'eau à partir du tronc. L'osmose qui permet à l'eau de passer d'une cellule à l'autre ne pourrait concerner que les racines et le feuillage, mais pas le tronc. L'enveloppe des arbres, que nous appelons l'écorce, est comparable à la peau des humains. Elle remplit les mêmes fonctions de protection concernant les branches et le tronc. Une rupture cylindrique, de quelques millimètres, sur l'ensemble du tronc entraîne la mort de l'arbre, dès qu'elle se situe très près du sol. Les arbres se battent pour assurer leur survie lorsqu'elle est menacée. Les arbres n'ont souvent pas le choix et doivent pousser dans des conditions extrêmes. C'est souvent le hasard qui décide pour eux, en ce qui concerne leurs emplacements. Et cela est vrai pour tous les végétaux. Les arbres sauraient apprendre et stocker des informations. De telles études sont évidemment plus faciles à réaliser sur ce type de végétal. Des arbres, précédemment coupés, présentent une souche qui continue à vivre. Sa survie serait assurée grâce à la coopération d'autres arbres voisins de la même espèce. La souche est donc continuellement nourrie afin qu'elle puisse continuer à vivre. Souvent elle s'est entourée d'un ou plusieurs rejets. Or, il s'est avéré que cette souche représenterait le cerveau de l'arbre.
Ces repousses doivent-elles être considérées comme de jeunes pousses d'arbres ou détiennent-elles l'ancienneté de l'arbre d'origine? Là, non plus, il n'y a pas de réponse. C'est bien la souche qui a, de toute façon, assuré la survie du spécimen ou des spécimens. Les racines procurent les nutriments et diffusent les produits de la photosynthèse aux partenaires et notamment aux champignons. Des messages chimiques sont transmis, mais pas seulement. Il y aurait également des signaux électriques détectables. Est-ce là le signe d'une intelligence? C'est en tout cas la démonstration d'une conscience. Où pourrait se situer la frontière entre le monde végétal et le monde animal? Une très importante biomasse vit sous terre. Le sous-sol n'a quasiment pas été exploré. Ce sous-sol grouille de vie, dans un noir absolu. L'écosystème forestier parvient à réaliser des équilibres surprenants. La survie de chaque espèce dépend de sa faculté d'adaptation en fonction des circonstances. Cependant, un équilibre est indispensable et chaque espèce doit être en mesure de respecter l'existence des autres espèces. La loi du plus fort y est quelquefois établie. Toutefois, des gènes régulateurs sembleraient opérer pour la préservation des ensembles forestiers naturels. Une très grande sociabilité pourrait pérenniser les végétaux. Par ailleurs, les végétaux ont une notion du temps et des époques, avec la perte des feuilles en automne et leur repousse au printemps. Cela n'étant constaté que dans les contrées situées en dehors des zones d'influence climatique restant très chaudes. Et malgré des périodes climatiques changeantes, en période hivernale et au cours des années, les nouvelles pousses ne sont pas déclenchées. Il en va de même pour la germination. Des blessures peuvent faciliter l'infection des troncs par des champignons. Les vieux chênes sont souvent creux et cassent sous la pression du vent. L'aspect régénérateur des forêts, spécialement étudié au Japon, est inutilisé dans la vie en espace urbain. Des molécules sécrétées par les arbres seraient bénéfiques pour les promeneurs en forêt. Ces molécules seraient ingérées par les voies respiratoires, mais aussi par la peau. Elles auraient notamment la faculté de renforcer les défenses immunitaires des promeneurs. C'est aussi dans les grands milieux forestiers que se trouve un air très épuré et revitalisant. Les arbres eux-mêmes seraient susceptibles de transmettre leur énergie et un effet de plénitude et de tranquillité. Dès sa naissance, une graine, au moment où celle-ci décide de s'enraciner, a l'impérative nécessité de s'adapter au milieu ambiant dans lequel elle a atterri, de jour comme de nuit, en déterminant le bas pour sa racine et le haut pour son bourgeon et donc d'avoir le sens de la pesanteur et de la gravité. Une variété d'algues, étudiée judicieusement, a démontré qu'elle utilisait de minuscules cailloux, insérés dans ses radicelles, pour pouvoir fixer ses racines au fond de la vase, les tiges, elles, poussant en sens inverse. Un végétal vampirique, la cuscute, parasiterait notamment les plants de tomates, en perforant leurs tiges pour les sucer. Comment elle repère la tomate? Par son odeur. Il s'agit là d'une exception, peut-être pas aussi exceptionnelle. Il y a aussi des plantes carnivores d'insectes, sur terre et dans l'eau. Les acacias sont adaptés à se défendre par leurs épines, mais certains aussi défendus par des armées de fourmis. Or, les fourmis sont cantonnées dans les épines de ces acacias, qui pour l'occasion leur fournissent la nourriture. C'est là, une belle coopération entre la plante et les insectes. Et en plus, les fourmis débarrassent l'acacia de tous les intrus qui auraient l'audace de s'aventurer, qu'ils soient plantes ou insectes. Quant à la reproduction, elle est assurée, en grande partie par les insectes, et les plantes s'ingénient à leur procurer des pistes d'atterrissage adaptées ainsi que des succodorants. La propagation des graines est aussi une réussite. Le concombre, dès qu'il est heurté, se détache de la plante en projetant ses graines jusqu'à 10 mètres aux environs et en tourbillonnant. Leur étude devrait nous réserver beaucoup de surprises sur les astuces et les stratégies de tout ce qui est vivant. Vers une stratégie plus intellectuelle. Le jeu d'échecs permet de développer d'importantes capacités cognitives, applicables dans divers domaines. La compréhension de son organisation permet d'établir des logiques tactiques et stratégiques. La tactique étant une perspective de choix disponible à court terme, alors que la stratégie détermine des choix disponibles à long terme. Il y aura à déterminer les étapes, dans un plan d'organisation, à partir d'une analyse.
Il favorise aussi l'attention particulière qui doit être développée afin de pouvoir obtenir le résultat escompté. Cela permet également de développer des capacités intellectuelles particulières, de déterminer une confiance en soi. Le jeu d'échecs permet d'établir des analogies avec ce qui se produit au quotidien et permet de mieux savoir appréhender les difficultés qui se présentent dans la vie. L'utilité de la connaissance du jeu d'échecs, à partir de sa règle du jeu, même en restant un petit joueur, permet de comprendre rapidement quels sont les avantages de ce sport cérébral. Tous les schémas du jeu vont permettre à chacun de pouvoir développer une pensée logique. De pouvoir améliorer cette pensée logique, sa capacité d'analyse, son attention et sa concentration et surtout de comprendre que chaque action va entraîner une réaction. Elle permet d'épanouir sa créativité et ses facultés d'imagination, d'évaluer les conséquences, à court, moyen et long terme, d'une ou plusieurs actions potentielles. Elle facilite l'autonomie, développe la mémoire et renforce la confiance en soi. Elle accélère les prises de décision, de synthèse et de maîtrise de soi, en toutes circonstances. La règle du jeu, comme dans l'organisation de la société humaine, établit son fonctionnement. Il n'est pas possible de déroger à cette règle de jeu. Dès l'instant où l'on décide de jouer aux échecs, il est impératif d'assimiler sa règle de jeu et de la respecter. Aucun joueur n'a l'opportunité, ni de modifier, ni d'adapter cette règle. Le jeu d'échecs est une tradition, mais aussi une technologie. Des tournois nationaux et internationaux sont organisés, afin d'agrémenter ce jeu, de le démocratiser et de le rendre plus populaire. Ce jeu aurait 25 siècles d'existence, de sa conception initiale, jusqu'à son acception actuelle. Ce jeu concilie l'harmonie à la tactique. Chaque pièce a un rôle bien défini, un sens de marche et une valeur hiérarchique. Aucune partie ne pourra être similaire à la précédente. Chaque stratégie est adaptée en fonction des forces en présence. La compétition qui peut en découler ne représente pas l'essentiel de l'intérêt qui doit être porté à ce jeu. Cependant, ce jeu peut être considéré comme un sport cérébral. La structure mathématique du jeu lui permet aussi un environnement numérisé, avec une ouverture vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à partir de ce jeu, s'établira dès qu'il sera proposé à un cerveau artificiel de concevoir lui-même sa propre tactique de progression dans le jeu, sans qu'aucune stratégie de base ne lui ait été imposée par une programmation. Les règles du jeu étant définies par le déplacement des pièces, de leur valeur intrinsèque, il suffirait de laisser à la programmation informatique initiale d'établir elle-même des stratégies. Il convient de savoir qu'une seule pièce, devant être bougée, implique un nombre exponentiel de réponses latentes, qui seront autant de conséquences, aux conséquences. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.